Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orixa Media et Smile Wanted avec pour partenaires médias Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, l'impact des ciblages sémantiques et cookieless dans une stratégie programmatique. À la fin des cookies, l'utilisation des données personnelles dans une stratégie programmatique se complexifie et de nouvelles alternatives voient le jour. En effet, selon une étude menée par TIDS en 2021, il semblerait que 27% des éditeurs médias envisagent de renforcer l'exploitation des données contextuelles, laissant ainsi présager de belles années au ciblage sémantique. Permettant d'afficher un message publicitaire dans un contexte affinitaire et un cadre de diffusion contrôlé, le ciblage sémantique offre la possibilité de combiner pertinence du ciblage et respect de la vie privée des internautes. Mais quel est l'impact du ciblage sémantique dans une stratégie programmatique ? C'est ce sur quoi nous allons échanger avec nos invités, à qui nous demanderons quels sont les nouveaux défis pour les régies et la chaîne AdTech dans le cadre du ciblage sémantique. Quels sont les bénéfices du ciblage sémantique pour les marques ? Quel est l'avantage, surtout quel est l'avenir du ciblage sémantique dans un environnement cookieless ? Pour en discuter, Baptiste Berger de Mediasquare, Charles Onvaux de Orixa Media. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, un plateau de choix avec une agence représentée par Charles. Bonjour Charles. Bonjour Michel. Et un consortium d'éditeurs représenté par Baptiste. Bonjour Michel. Bonjour Baptiste, puisque tu représentes Mediasquare. Aujourd'hui, on va parler du ciblage sémantique qui est un petit peu... Je ne veux pas parler de buzzword parce que le ciblage sémantique, ça fait quand même des années qu'on en parle. Il est revenu sur le devant de la scène dans un environnement cookieless. Et la question qu'on va se poser, c'est quel est l'impact justement de ce ciblage sémantique et cookieless dans une stratégie programmatique. Et donc Charles, première question, et ensuite Baptiste, je te demanderai de poursuivre, enfin d'y répondre à ton tour. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le ciblage sémantique et notamment dans un environnement cookieless ? Avec grand plaisir. Tout simplement, il s'agit de venir trouver des cocons sémantiques, donc des mots-clés, un ou plusieurs mots-clés, qu'on va venir apposer à des conditions d'achat média, donc des URL, des applications, dans un environnement toujours web, pour venir déclencher l'action d'achat, donc en programmatique, qui va nous faire bider, qui va nous faire enchérir sur le cocon sémantique choisi pour l'annonceur. D'accord. Merci Charles pour cette précision très succincte, cette définition très succincte mais efficace. Baptiste, de ton côté, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le ciblage sémantique et notamment dans cet environnement cookieless ? Alors, pour faire les choses très simplement, le ciblage sémantique, c'est pouvoir cibler un contenu. Donc, en comprenant de quoi parle la page, ça va au-delà des mots-clés, ça va jusqu'à la tonalité du contenu de la page. Et donc, c'est super parce que ça permet vraiment d'être très granulaire et de venir cibler des choses qui ne sont pas ciblables autrement, tout en respectant l'utilisateur dans sa décision de ne pas être traqué, de ne pas être suivi. Alors justement, par rapport à ce concept de ciblage sémantique dans un environnement cookieless, quels sont les nouveaux défis pour les régies et j'allais dire toute la chaîne AdTech dans le cadre du ciblage sémantique ? Eh ben, écoute, Baptiste l'a très bien dit, ma définition elle est basée sur aujourd'hui les synergies entre les métiers. Donc je parle de mots-clés, je vais parler de groupes de mots-clés. Et effectivement, nous, côté agence, on voit que les cocons sémantiques qui sont positifs pour les marques ou ceux sur lesquels, en fait, elles souhaitent enchérir. Donc via son achat en programmatique, via son achat en SEO ou en SIA, et on vient essayer de répliquer tout ça. On vient travailler vraiment main dans la main avec les éditeurs et avec nos partenaires pour venir les abonder et venir trouver donc évidemment les meilleurs articles, les meilleurs contextes pour les marques, ce qui va vraiment venir les solliciter et qui va venir mettre en valeur du coup leurs produits ou leurs services en l'occurrence.
Et donc le premier défi, je dirais pour une marque, en tout cas c'est un peu comme ça qu'on le voit chez Orixa, c'est qu'on va chercher de la transparence. Aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur nos partenaires au final pour venir faire notre achat média, pour réaliser toutes nos enchères. Et cette transparence, on en a vraiment besoin côté éditeur parce que même si nous on donne les conditions de base, il y a toujours cet appui via le deal, via la relation commerciale avec les régies. Ça, c'est le le vrai premier défi aujourd'hui et il est global sur la programmatique, mais il est un peu exacerbé sur la sémantique. Après, il y a d'autres défis, hein. Il y en a beaucoup d'autres. Ça va être de pouvoir aussi monter des offres commerciales, parce qu'au-delà du fait de proposer une enchère sur un contexte qui est positif, il y a le fait aussi, potentiellement, on pourrait imaginer de pouvoir monter tout un contexte positif, des articles en fait, avoir du netlinking qui pourrait être accolé et sur lequel on pourrait monter des opérations spéciales en programmatique. Ça existe. Ça me fait penser une sorte de planning stratégique, je reprends un vieux mot de la communication publicitaire, une sorte de planning stratégique 2.0 qui s'entourerait, enfin, en tout cas, dont la matière première serait le contenu des éditeurs et imaginer sur mesure un certain nombre d'opérations publicitaires pour le compte des annonceurs. C'est le but. Je vois que ça, en tout cas, sur Orixa Media, on le pousse, on vient travailler les synergies entre les métiers. Travailler le média planning, forcément, on en est obligé. Et donc, quand on embarque des annonceurs qui ne font pas que de la programmatique avec nous, mais qui vont également faire du SEO, on va venir chercher vraiment cette synergie et faire ce média planning pour donner encore plus d'écho. Et ça, c'est le vrai défi de demain. Ça ne dépend pas que des éditeurs, ça dépend aussi des métiers chez les agences. Mais c'est ce vrai défi. Merci Charles. De ton côté, Baptiste nous a parlé de synergie. Charles vient de nous parler, Baptiste, de la synergie autour des métiers et le fait de pouvoir monter des offres spéciales, peut-être pratiquement en mode dynamique, si les technologies peuvent le permettre, et peut-être qu'on en parlera juste après. De ton côté, Baptiste, c'est quoi, selon toi, selon tes observations, puisque tu travailles pour beaucoup d'éditeurs, quels sont les nouveaux défis pour les régies et la chaîne AdTech dans le cadre du ciblage sémantique ? Alors évidemment, il y en a plusieurs. Charles en a déjà dépeint quelques-uns. Pour nous, côté régie, côté éditeur, les principaux défis qu'il va y avoir, ça va être de bien maîtriser ces technologies, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui est embarquée à l'intérieur de tout ça. On disait, au-delà des mots-clés, donc il faut comprendre la tonalité, etc. Et donc, pour que la campagne soit vraiment efficace, il faut que la personne qui set-up le segment en question comprenne exactement de quoi on a besoin pour transformer le rêve de l'annonceur en réalité opérationnelle d'un point de vue programmatique. Plus l'outil est complexe, plus il faut un professionnel pour s'en occuper. Un enfant de 15 ans ne peut pas programmer une campagne de sémantique. Alors ça, c'est le premier défi, bien maîtriser ça. Et c'est du coup une chance pour les régies, pour les éditeurs, de regagner de la valeur versus des ciblages disponibles sur l'étagère dans une DSP. Deuxième défi, c'est le volume. Pour qu'une campagne sémantique soit opérée proprement, il faut du volume pour pouvoir aller ensuite chercher de la granularité et chercher de la performance. Parce qu'on peut faire de la performance avec du sémantique, c'est pas que du branding et que de la brand safety, on peut aller bien au-delà. Et du coup, je te rejoins sur l'idée c'est presque du context planning, parce que d'ailleurs, nous c'est comme ça qu'on avait appelé l'offre il y a 4 ans quand on l'avait lancée. On appelait ça context planning parce que historiquement, les gens allaient chercher des titres de sites en disant c'est du sport, je veux être sur l'équipe, je veux être sur MaxiFoot. En fait, on peut aller bien plus loin parce qu'il y a des pages de sport partout ailleurs. Et même dans le Figaro.fr, il y a du sport aussi. Donc on peut aller chercher ça un peu plus loin. Et donc il faut bien maîtriser ces outils pour faire et de la brand safety et de la performance. Et en tout cas, transformer le besoin de l'annonceur en vraie opération de programmatique avec des KPI intéressants. Je pense qu'on peut justement appuyer le propos de Baptiste là où c'est hyper intéressant dans les nouveaux défis et surtout comment on a pu aborder jusqu'à présent en fait le ciblage sémantique dans sa composante primaire, quand on pourrait la comparer à des ciblages sur étagère ou juste le fait de mettre un mot-clé dans les DSP. En l'occurrence, c'est la première façade, mais on peut aller beaucoup plus loin. Il y a cette possibilité pour 2022, mais au final pour 2023, de préparer le monde du cookieless. Au final, demain, on aura toujours des ciblages data et c'est une utopie que de croire que la data, en fait, n'existera plus. On pourra toujours exploiter la data first party des annonceurs, celle qui leur appartient, et on pourra toujours faire des CRM onboarding. Ce sont des choses qui resteront disponibles. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on vient remplacer sur les data tierces ?
comment on vient monter vraiment ce média planning, on t'en parlait Michel, mais effectivement avec Baptiste, c'est un peu des questions qu'on se pose au quotidien quand on travaille ensemble. C'est venir trouver ces meilleurs contextes qui sont encore une fois positifs pour les marques. On l'a testé très fortement sur la fin d'année et depuis aussi en début d'année du fait des contextes politiques, géopolitiques, on en parlera plus tard. Mais c'est des galops d'essai qui sont plutôt positifs, sur lesquels on peut effectivement accoler de la performance parce qu'on voit des gains en termes de CTR. Moi, clairement, sur du trafic qualifié qui est apporté chez mes annonceurs, que ce soit des campagnes qui sont opérées par mon équipe ou dans lesquelles je vais encore mettre un petit peu la main, je vois 10% de bénéfices en plus, de conversion apportée. C'est vraiment aujourd'hui une vraie opportunité pour peu que tu t'appuies sur les bons partenaires. Oui, en fait, il y a des vraies opportunités parce que en ciblant en cookieless grâce à ces outils de sémantique, on peut toucher 100% de l'inventaire. On n'est pas uniquement sur les 50%, peut-être un peu plus qui restent, qui sont encore cookieless. Là, on est vraiment sur 100% parce que c'est et cookieless et consentless. Les outils sont vraiment applicables partout, quel que soit le device et quel que soit le souhait de l'utilisateur. Alors, ciblage sémantique, on vient de le dire et tu l'as évoqué également, Charles, c'est très positif pour les annonceurs, très bien. Mais concrètement, c'est quoi ces fameux bénéfices pour les marques et via quel type de dispositif? Eh bien, écoute, on a... alors, sur XA, on a une typologie de clientèle d'annonceurs qui est un peu particulière parce qu'on accompagne énormément d'acteurs du caritatif. D'accord. Concrètement, des associations françaises ou internationales. On a aussi énormément d'annonceurs qui sont sur plein de métiers différents en marchand classique. Et donc, si on prend l'exemple des annonceurs du caritatif qui vont défendre une cause ou plusieurs causes, qui vont être des sujets de société, des sujets d'environnement, pourquoi pas un petit peu aussi de religion, de croyance, eh ben, on s'est rendu compte qu'en travaillant tout le contexte de l'association, on va prendre les grandes causes humaines, le contexte géopolitique en Ukraine par exemple, l'aide aux réfugiés, eh ben, on a travaillé avec vous sur Mediasquare sur du coup des ciblages qui englobaient positivement en fait, le contexte ukrainien. En plus, c'était dans la temporalité de la présidentielle, donc c'était très compliqué avec les politiques qui se positionnaient dessus. Pour venir, du coup, chercher du soutien, des dons, tout simplement, sur cette cause-là. Et je suis très fier aujourd'hui de dire qu'on a su collecter un montant assez fou. On a su prendre 80% de part de voix sur nos stratégies sur ces contextes-là pour venir soutenir du coup des réfugiés ukrainiens. C'est les meilleures collectes réalisées en caritatif sur nos annonceurs et même eux du coup sur des dispositifs digitaux hors search et hors social. Eh bien, effectivement, c'est un exemple assez intéressant puisqu'en plus, j'ai pour ma part également, à l'époque où je travaillais pour Microsoft et MSN, travaillé beaucoup avec les associations caritatives et je crois que parmi les plus grands spécialistes de la performance publicitaire, le caritatif, c'est une très très bonne école. Je lance ça aux annonceurs qui se demandent comment construire une stratégie de communication en digital et en programmatique en particulier avec des chiffres performants. Le secteur caritatif est très très intéressant effectivement. Oui. De ton côté, Baptiste, les bénéfices pour les marques en termes de ciblage sémantique, c'est quoi concrètement et quel type de dispositif tu mets en place peut-être toi ou que tu as pu observer par ailleurs? Alors, Charles le disait, ça c'est un des dispositifs et c'est un des plus pertinents qu'on a pu avoir parce qu'il touche à peu près à tous les avantages qu'on peut donner à un annonceur avec ces outils-là. Ça permet de faire des choses qui ne sont pas sur l'étagère en cookies third party. Il y a intérêt ou intentionniste don à des assos, mais là, c'est un thème spécifique pour un type de don particulier et en respectant l'actualité qui est par exemple de ne pas être sur le dernier attentat qui a eu lieu la veille ou ce genre de choses. On peut du coup toucher ce sujet-là sans toucher une partie du sujet. Donc on rentre vraiment dans la granularité tout en ayant beaucoup de volume et en étant sur vraiment l'essence même de ce que voulait faire le client à la base. On peut avoir de la perf parce qu'on peut jouer sur ces indices d'affinité du contenu qu'on va trouver pour avoir quelque chose de plus ou moins précis et du coup plus ou moins performant évidemment pour le client. Il y a l'aspect brand safety et brand suitability. Typiquement, quand le client nous dit « je ne veux pas être sur je sais pas, le dernier attentat ou la dernière bombe dans le pays en question », évidemment, c'est pour des questions de brand safety et ils n'ont pas envie de se retrouver à côté de n'importe quoi. On peut les comprendre et ça, avec ces outils-là, on peut le faire. Donc ça fait partie vraiment des avantages, c'est que c'est un outil qui est souple, qui est adaptable, qu'on peut mettre à jour en quasi temps réel dans le ciblage. Donc il faut une expertise, mais c'est des choses qui sont possibles.
Merci Baptiste. On en arrive déjà à notre dernière question. C'est bien parce que vous êtes très précis et succinct, donc c'est très très bien. Mais on peut prendre du temps pour parler de l'avenir. Et surtout, c'est quoi l'avenir du ciblage sémantique dans un environnement cookieless de ton point de vue, Charles? C'est réussir à écrire, on en parle, synergie, le fait de détecter les environnements. C'est vraiment le fait de, au niveau ad tech, agence, régie, de pouvoir réussir à écrire une solution qui soit un peu automatisée, qui vienne donner un peu de facilité dans la définition du coup de nos ciblages. On parlait de la communication de crise tout à l'heure, mais ça peut tout à fait être le fait de lancer un nouveau produit et en fait de faire de la guérilla de manière assez automatisée et assez puissante, un peu comme ce qu'on pourrait faire sur le search, en venant se positionner sur des mots-clés des concurrents. Mais c'est venir travailler tout ça de manière assez automatisée. Et l'avenir du sémantique dans le cookieless, pour ma part, avec l'expérience qu'on peut en avoir jusqu'à présent, c'est de quand même généraliser du SEO dans son achat programmatique, parce qu'on va rester vraiment accolé. Et juste une petite parenthèse, mais en fait le SEO qui existe depuis 2000, c'est du programmatique sans qu'on le sache. Mais voilà, parce qu'on utilise une plateforme pour faire de l'achat automatisé d'un produit publicitaire. On peut. Donc, je t'ai interrompu, mais donc sur ce que tu dis, c'est combiner son achat programmatique avec aussi de l'achat SEO. C'est ce que tu vois. C'est ce que je vois comme principal défi, parce que en fait, quand on fait appel à un expert, quand un annonceur fait un appel à un expert, une agence experte ou un trading desk, en fait, il va aussi acheter cette connaissance des médias. Et du coup, la connaissance des médias côté trader, c'est le fait de connaître parfaitement son cadre de diffusion, ou en tout cas les principaux qu'on viendra acheter. Et donc demain, c'est aussi connaître parfaitement et être à l'aise parfaitement sur les thématiques qui vont être abordées pour son annonceur, qu'elles soient, encore une fois, communication de crise, plutôt positive, et sinon communication pour un lancement de produit ou plus performance retail. Ça demande quand même une certaine dose de créativité de la part du trader, alors qu'on a une vision des traders et tradeuses qui est assez analytique, chiffres, on est dans des tableaux Excel, etc. Alors qu'avec ce que j'entends, le ciblage sémantique, on est également sur une recherche de contexte, une analyse du sens des articles dans lesquels on va faire apparaître les publicités, qui est quand même assez crucial pour monter, comme tu l'as dit tout à l'heure, si j'ai bien compris, des opérations spéciales sur mesure que l'on va, entre guillemets, modeler par cette matière première qui est le contenu existant sur le marché, en fait. Tout à fait, et ça sort un peu du biais, entre guillemets, du bilan très analytique des opérations qui auront été montées pour l'annonceur et qui, au final, lui apporte pas trop de connaissances de pourquoi on est allé acheter ça et pourquoi il est intéressant pour lui d'aller sur des contextes. Merci Charles pour ces précisions sur le futur du ciblage sémantique. De ton point de vue, Baptiste, quel est l'avenir du ciblage sémantique dans cet environnement cookieless ? Alors, du coup, ça me permet de rebondir d'ailleurs sur ce que tu viens de dire. L'avenir, c'est l'intelligence artificielle. Il faut effectivement, le trader ne va pas pouvoir lui réfléchir à tous les contextes et tous les mots à cibler et dans quel sens et penser à tout. Évidemment, ça devient de plus en plus dur. Et donc, avec de plus en plus d'intelligence artificielle et en se basant sur des panels. Et pour moi, c'est vraiment l'avenir de la sémantique, c'est le panel-based, parce que du coup, en regardant ce qui se passe... C'est aussi un retour aux sources, le panel. Effectivement. Mais voilà, on parle du ciblage contextuel, du panel, on pensait que le panel était mort, mais non. Et en fait, avec l'intelligence artificielle, le panel peut être le futur de la sémantique, parce que au lieu de réfléchir, je sais pas, je suis une grande surface spécialisée dans le sport, je veux toucher des gens qui veulent acheter des tapis de gym. Au lieu de réfléchir, nous, chacun dans notre coin, côté agence, côté nous, régie, c'est quoi le bon champ sémantique pour vendre des tapis de sport, on peut demander à un panel, ok, panel, regarde qui utilise des applis pour faire des hebdos à la maison, par exemple, et quelle est leur consommation média. Et l'algo, lui, va absolument rater aucun des contenus à cibler. Il va nous dire, c'est tel contenu, telle sémantique, dans telle proportion. Et après, on peut décider de les inclure ou pas dans le segment et de venir recibler ces contenus-là et donc de toucher les gens qui les consultent sans les traquer. Donc, c'est vraiment pour moi l'avenir de la sémantique, c'est ces panel-based qui rajoutent encore une couche d'intelligence sur la sémantique.
Merci Baptiste. Alors on en arrive à notre fameuse question subsidiaire qui fait trembler tout le marché aujourd'hui maintenant, puisque c'est la fameuse question traditionnelle, la question 100% média. Bonjour. Le ciblage sémantique est une des très bonnes réponses aux cookies-less. Dans le cadre d'un plan de communication global, est-il un levier d'efficacité suffisant ? Et donc, qu'en est-il du retour sur investissement ? Merci. Retour sur investissement du ciblage sémantique, notamment dans le cadre d'une campagne de communication globale, parce qu'on peut se dire que c'est beaucoup d'efforts pour des résultats peut-être pas aussi extraordinaires que ça. Donc, attention, tu vas avoir 60 secondes après mon top pour y répondre, mon cher Charles. Top. Eh bien écoute, c'est la temporalité pour mesurer ce retour sur investissement avec le ciblage sémantique. C'est vrai qu'on a cette tendance, tu le disais, le profil trader et puis même les annonceurs à aller très dans l'analytique, à aller très dans le business immédiat apporté par le levier en tant que tel. Nous, on est plutôt pour pouvoir apprécier au global l'apport du ciblage sémantique. Donc ça va passer par repenser ces méthodologies de tracking, repenser aussi sa mesure, que ce soit sur l'impact pour la marque. Est-ce que je gagne des positions sur mon search, sur mon SEO ? Est-ce qu'aujourd'hui, activer ces stratégies-là sont bénéfiques pour ma marque ? Nous, les tests qu'on a menés sont concluants. On a des retours sur investissement, des retours sur ad spend qui sont vraiment positifs pour les marques. Tout n'est pas porteur, je préfère le dire, tout n'est pas porteur, mais il faut tester pour savoir ce qu'on peut en sortir. Bravo, 5 secondes avant la fin. Avant le gong. Merci Charles, c'était, comme vous l'avez d'ailleurs démontré durant toute l'émission, très succinct et très précis. Donc merci pour ta participation à ce petit côté ludique de l'émission. Baptiste, es-tu prêt ? Absolument. Attends, j'ai pas dit le top encore. Ah oui, pardon. En régie, j'espère que vous êtes prêts aussi. Top chrono. Alors, la question du ROI, nous, côté régie, elle est un peu plus difficile à appréhender, puisqu'évidemment, la plupart des opérations sont effectuées par l'agence, et donc on n'a pas toujours les informations de ma campagne est-elle rentable ou pas, et à quel point. Je vais quand même essayer de répondre de façon succincte à cette question. Oui, je pense que c'est un ROI intéressant, puisque ça représente maintenant 80-90% des ciblages que les agences nous demandent. Et à mon avis, pourquoi c'est intéressant financièrement ? Parce que les inventaires qui vont être ciblés sont 100% de l'inventaire, et donc il y a un peu moins de compétition sur la partie cookie-less et consent-less. Ils valent un peu moins cher. On parle en général de CPM inférieur de 50%. Et donc forcément, en venant cibler tout ce périmètre-là, on a des chances d'acheter un peu moins cher ces inventaires, et donc d'avoir une campagne qui coûte un peu moins cher et qui est donc plus profitable. Bravo. 17 secondes, 16 secondes avant la fin, c'est magnifique. Et d'ailleurs, messieurs, je vous dis, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, bravo pour votre sens de la concision dans vos réponses et la précision également de ces mêmes réponses pour nous expliquer en quoi l'impact des ciblages sémantiques et cookie-less dans une stratégie sémantique, c'est performant, mais c'est également rentable. Donc, merci beaucoup, Charles. Et merci également à Orixa de soutenir The Programmatic Society. Et merci, Baptiste, d'avoir accepté l'invitation de The Programmatic Society et d'Orixa pour nous expliquer ta vision en tant que représentant d'un consortium d'éditeurs sur l'importance qu'a le ciblage sémantique pour la performance des médias que tu représentes. C'était un plaisir. Merci de m'avoir invité. À bientôt. Ainsi s'achève ce débat autour de l'impact du ciblage sémantique dans une stratégie programmatique sans cookies. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orixa Media et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.